Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. When we started writing our thoughts down on paper, it opened up endless possibilities. Ideas could grow beyond the borders of the mind, and it changed the world. Somewhere along the way, we lost touch with paper, distracted by devices made for every purpose except for thinking and focus. On edge, waiting for the next notification. But what if new technology didn't pull us away from paper, but brought us closer to it? Listen. That's not paper. It's the sound of the new Remarkable Paper Pro, rewriting the future. A paper tablet with a true color ink display, gentle reading light, and unheard of tactility. With digital features for taking notes, thinking, and organizing, without any distractions. Paper is about to change the world again. Get your paper tablet at remarkable.com today. Salut à toutes, salut à tous. Troisième étape de ce Tour de Suisse, une étape assez longue, très longue même, quasiment 200 km, 197 pour être exact, et un profil assez similaire à celui d'hier, avec un début plat pendant plus de 100 km, et c'est seulement sur la fin qu'on va voir les premières difficultés, avec d'abord une difficulté non répertoriée, mais c'est quand même 3 km à 5%, mais ça sera après 160 km de course. Il va falloir être un petit peu patient, s'il y a des échappés qui veulent s'y amuser, ça va être long avant d'atteindre ces kilomètres qui seront décisifs. Ensuite, il y aura une longue descente, puis l'ascension du Knollnussen, 5,2 km à 6,2% à col de deuxième catégorie. Ça redescend et ça remonte immédiatement avec le Bourse-Vilaine, 2 km à 7% de moyenne, un beau mur. À partir de là, on aura encore 5-6 km de plat, puis une ascension finale de 3 km à 5%. C'est donc plus pentu qu'hier le final. Ça risque d'être compliqué pour les sprinteurs, pour les Arnaud Delis, pour les Mads Mikkels, Henry Houlig, Jordi Meus et compagnie de se montrer aujourd'hui parce que c'est quand même pentu. Et en plus, juste avant cette ascension finale, il y a quand même deux beaux murs. Donc, je pense pas qu'ils seront là dans le final. C'est plus pour les vrais punchers aujourd'hui. Avec ce final donc un petit peu en montagne russe, avec des montées, des descentes, des montées, des descentes. Mais avant ça, il faudra se taper 150 km de plat. Et donc, en fonction de l'avance qu'aura l'échappée avant ces difficultés, peut-être aussi il y aura de l'espoir pour des hommes qui seront à l'avant. Pour Romain Grégoire et son maillot jaune, aujourd'hui, ça semble une étape qui semble lui convenir. Il pourrait même être un favori pour la victoire, Romain Grégoire. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il devrait perdre son maillot jaune, le Français leader de ce Tour de Suisse, pour cette troisième étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, le kilomètre zéro. Et on va voir quels seront les courageux qui vont vouloir affronter ces longs kilomètres de vallée à l'avant, résister au peloton qui va vouloir les manger ensuite dans le final. On a déjà quelques coureurs là qui tentent de partir. On a 3 coureurs qui ont pris déjà un petit peu d'avance avec Nance Peters qui est là pour la Décathlon, Max Walker pour l'IF Education Easy Post et puis Jasper De Beust pour la Lotto. 3 premiers coureurs qui se sont sortis, mais c'est pas fait. Ça va pas se faire dès les premiers kilomètres tout à fait, là, comme ça avait été le cas hier, où l'affaire avait été vite réglée. Là, il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir. On voit notamment Quinn Simmons, le coureur de la Lidl Trek, tente de rejoindre et qui même rejoint les 3 hommes de tête. Ils sont donc 4 désormais, mais ça roule encore fort derrière. Ouais, ils ont été repris. Nance Peters, Quinn Simmons, Max Walker et Jasper De Beust. Ils ont été repris, peloton groupé, et de nouveau des attaques évidemment. Encore un groupe là qui tente de ressortir. Alors tiens, on retrouve des coureurs qui étaient déjà... on retrouve quasiment les mêmes, avec Nance Peters qui est là, avec Max Walker aussi, et avec Quinn Simmons. Il n'y a que Jasper De Beust qui n'a pas repris ce nouveau mouvement. Mais en plus d'eux, il y a quelques autres coureurs avec Brent Van Moer pour la Lotto qui est là et qui remplace donc Jasper De Beust pour la Lotto. On a aussi Samuele Battistella pour l'IF Education Easy Post et Emile Verstringe, le Belge de l'Alpecin de Koninck, qui est sorti à son tour. On a un groupe de 6 coureurs là qui est parti. Et là, par contre,
immédiatement, il y a un écart qui grandit fort, personne d'autre qui semble vouloir sortir. Bon, finalement, ce ne sera pas beaucoup bataillé non plus. Il y a eu une seule tentative avant celle-ci, et là, il se pourrait bien que ce soit la bonne déjà. 6 hommes à l'avant, c'est officiel, on a l'échappée du jour avec 2 Belges, Emile Verstringe et Brent Van Moer, un Américain avec Quinn Simmons, un Français avec Nance Peters, un Italien avec Samuele Battistella et un Britannique avec Max Walker. Et puis 2 coureurs pour l'IF Education Easy Post représenté à l'avant, c'est la seule équipe qui a 2 coureurs. Sinon, on en a un pour l'Alpecin, un pour la Decathlon, un pour la Lotto et un pour la Lidl Trek. On est parti depuis une vingtaine de kilomètres, on est à 175 km de l'arrivée et les 6 hommes de tête ont 1 minute et 50 secondes d'avance sur le peloton. C'est parti pour une longue journée à l'avant pour ces 6-là. Sous en plus une belle chaleur. Aujourd'hui, en Suisse, il fait beau, voire même chaud. L'écart qui aura à peine dépassé les 2 minutes et qui déjà diminue. On voit notamment la Tudor travailler en tête de peloton. Là, il n'y a plus qu'1 minute 30 d'écart désormais entre le peloton et les 6 échappés. On est à 120 km de l'arrivée. Ils ont beau s'affairer en tête. Le peloton ne leur laisse pas du tout une grande marge de manœuvre, un petit peu comme hier. On est tellement méfiant là après cette première étape où une large échappée de 28 coureurs était allée au bout. Cette fois-ci, on ne laisse plus beaucoup de champ. Hein. Dès qu'il y a une échappée en tête, c'est 2 minutes quasiment maximum. Et ensuite, on se met à rouler et on reprend petit à petit du temps là. Alors voilà, Groupama FDJ qui travaille aussi dans le peloton. Travaille pour Romain Grégoire, pas pour défendre son maillot, parce qu'il n'y a aucun des coureurs dans l'échappée qui sont vraiment dangereux au classement général. C'est Emile Verstringe le mieux classé. Il est 42e à 3,39 de Romain Grégoire. Donc voilà, on a le temps de voir venir, mais par contre, on roule peut-être plus pour rechercher une nouvelle victoire d'étape pour Romain Grégoire, puisque c'est un final qui lui convient bien. Et du coup, là, on a tellement réduit l'écart, il n'y a plus que 45 secondes, qu'il y a des coureurs, voilà, comme on le voit souvent, des coureurs dans le peloton qui attaquent pour tenter de revenir sur les hommes de tête et former une échappée secondaire. Ça, c'est le danger. Quand on veut rouler fort dans le peloton, maintenir un écart trop court avec l'échappée, ça donne des idées à d'autres coureurs. Et là, voilà, il y a un groupe avec 4 coureurs là, qui est sorti avec Alessandro Verre pour l'Arkea, avec Stefan Kung pour la Groupama FDJ. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que la Groupama a roulé. C'était pour lancer Stefan Kung. On a James Knox pour la Quick-Step et Marco Haller pour la Tudor, qu'on a vu aussi rouler. C'était ça l'idée de ces équipes, lancer une échappée secondaire là, qui va tenter de revenir peut-être sur les hommes de devant pour former une échappée un peu plus fournie, puisque l'écart désormais est passé sous la minute. Et ça roule fort. Ça roule fort dans le peloton. Et Stefan Kung et compagnie, ils n'ont pas réussi, ils ont été repris. Il y a encore un autre groupe là, de 4 coureurs qui tentent de sortir, mais non. Le peloton ne veut laisser sortir personne d'autre. Il se méfie. 6 coureurs à l'avant, c'est peut-être déjà beaucoup. 10, ce serait trop. Et donc là, pour l'instant, les tentatives d'échappée secondaire ne fonctionnent pas, alors qu'on est désormais à 100 km de l'arrivée. Et ça s'est calmé. Ça s'est calmé, personne n'a réussi à sortir. Et l'écart qui était descendu donc jusqu'à 45 secondes est en train de remonter. On est de nouveau à 2 minutes là. 2 minutes d'avance pour les échappés. Le peloton qui a de nouveau ralenti l'allure, même si on voit toujours la Groupama FDJ et la Tudor en tête de ce peloton roulé. On redonne un petit peu de champ à l'échappée pour éviter justement ces attaques secondaires là. On est revenu un petit peu trop vite dessus. Et du coup, on calme un peu le jeu. Et du coup, on va pouvoir aussi faire un focus sur un des échappés. Alors, on va s'intéresser à celui qui a ce beau maillot étoilé là, le champion des États-Unis, Quinn Simmons, parce que hier, c'est lui qui a un petit peu dynamité le final et qui a permis à Vincenzo Albanese de s'imposer, même si évidemment son but c'était pour lui de s'imposer, Quinn Simmons. Et puis, il a vraiment le style. Hein. Il a vraiment le style. C'est Chuck Norris là, avec son mulet, sa moustache de Gaulois. Vraiment. Alors, déjà, sans son maillot de champion des États-Unis, on le reconnaissait très bien. Mais alors là, il est inratable. Quinn Simmons, c'est le seul, même de vue d'hélicoptère, là, je sais le trouver, je sais qui c'est. Et puis il fait une bonne saison, Quinn Simmons, puisqu'il il vient tout juste. Voilà, son maillot de champion des États-Unis, en fait, le championnat des États-Unis se déroule pas en même temps que les championnats en Europe, puisque c'était au mois de mai, et c'est donc imposé. Et puis c'est imposé pas qu'un peu, hein, Quinn Simmons. Il a terminé avec 2 minutes 50 d'avance sur son premier adversaire. Alors il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait que des coureurs un petit peu de seconde zone des États-Unis, et du coup c'était logique que ce soit lui qui s'impose. Il n'y avait pas des coureurs comme Nelson Poles par exemple. Et puis cette saison, on se rappelle, il a remporté l'étape, je pense, la plus improbable que j'ai eu à commenter depuis que je fais ce podcast. C'est la 6e étape du Tour de Catalogne qui avait été neutralisée pendant quasiment toute la durée de l'étape à cause du vent. Et du coup, on avait lâché seulement les coureurs à 25 km de l'arrivée. Du coup, ça avait été une course de 25 km, une course en ligne de 25 km, et c'était Quinn Simmons qui avait le mieux géré cette improbable situation. Il compte 6 victoires dans sa carrière, et cette
victoire sur le Tour de Catalogne. C'était sa première et sa seule en World Tour pour l'Américain de 24 ans qui a passé toute sa carrière dans l'équipe américaine de Lidl Trek, anciennement Trek Segafredo. Quinn Simmons, on l'a déjà vu sur le Tour de France. Il l'a fait 2 fois le Tour de France. Il a aussi fait une fois la Vuelta. Et c'est sur le Tour de France, il n'a jamais réussi à faire de top 10. Il a fait 3e. Une étape de la Vuelta, quand il y a participé, c'était en 2021. Une échappée, évidemment, qui allait au bout, remportée au sprint par Magnus Cort Nielsen devant Rui Oliveira et Quinn Simmons, qui était passé pas loin là du premier grand succès de sa carrière. Il a fait aussi 3 fois un monument, une fois Paris-Roubaix, une fois Milan-San Remo et une fois le Tour des Flandres. Mais là, c'est clairement pas son terrain. 73e de Milan-San Remo comme meilleur résultat. Et c'était tout en 2021 d'ailleurs. Il a fait les 3 monuments en 2021, donc c'était il y a longtemps. Et depuis, il n'y est pas revenu. Il y a compris. C'était pas son délire. C'est plus, lui, un coureur d'échappée, mais aussi un puncher. Et aujourd'hui, il est à l'avant, il est en forme. Hier, il est passé pas loin. Il retente le coup, mais de manière différente, cette fois-ci en partant de loin. Et là, du beau monde avec lui, avec Nance Peters, avec Brent Van Moer, Samuele Battistella, Max Walker et Emile Verstringe. Ces 6 hommes ont de nouveau 2 minutes d'avance sur le peloton à 90 km de l'arrivée. Attention, là, on a une petite chute dans le peloton. On a William Junior Le Cerf qui a été pris dedans et Fabio Christen. Ah bah décidément, ça se passe pas très bien pour la fratrie Christen sur ce Tour de Suisse. Les 2 jeunes Suisses, justement. Après Yann qui est tombé lors de la première journée, là c'est Fabio. 2e hier, et qui est tombé. Il a s'être fait un petit peu mal, mais ça va. Il remonte sur un vélo. Ça va repartir aussi pour William Junior Le Cerf. Ils étaient dans le peloton, ils ont dû s'accrocher et ils sont tombés, mais ça devrait aller. L'écart qui n'a jamais été aussi grand, 2 minutes 30 pour les hommes de tête à 70 km de l'arrivée, alors qu'il n'avait été que de 45 secondes à une centaine de kilomètres. On pensait qu'il allait, l'échappée était déjà condamnée, ou en tout cas qu'elle allait peut-être changer un petit peu de physionomie avec des coureurs qui allaient la rejoindre, mais finalement non, on retrouve toujours les 6 mêmes depuis le début, qui travaillent bien ensemble, et dans le peloton ça n'a pas changé, c'est toujours la Tudor et la Groupama FDJ qui roule, ce fidèle pour Puncher, qui doit plaire à Romain Grégoire côté Groupama, et puis au duo Marc Hirschi, Julien Alaphilippe du côté de la Tudor. Le sprint Tissot, mais ils vont pas se le disputer, les échappés, on est à 65 km de l'arrivée. Pour les secondes, ça les intéresse pas. Ah si, il y a quand même... c'était plus pour la blague que Brent Van Moer est passé juste devant Emile Verstringe, là, les 2 Belges. Je suis même pas sûr qu'il ait réussi. Il va falloir la photo finish, là. On revoit le ralenti et vraiment Brent Van Moer sur la ligne avec Emile Verstringe. Alors c'est pas pour les secondes, mais peut-être pour la montre à gagner. Mais il l'a fait vraiment de manière assez coquine. Je ne sais pas s'ils sont amis dans la vraie vie, les Belges Verstringe et Brent Van Moer. Mais j'espère, parce que sinon, je ne sais pas si je l'aurais bien pris si j'avais été Verstringe. On va voir ce qui va se passer là dans le second sprint de ce kilomètre Tissot. Est-ce que Verstringe va prendre sa revanche? Et cette fois-ci, ils se battent bel et bien tous les deux Belges, Verstringe et Brent Van Moer. Et cette fois-ci, par contre, c'est une vraie bataille, un vrai effort. Et Emile Verstringe qui passe clairement en tête. Ils se sont peut-être bien partagés les points là et les secondes. Et là, c'est clairement pour le cadeau offert par Tissot pour celui qui passe en tête ces 2 sprints qu'ils se sont battus. Et aussi pour s'amuser un petit peu peut-être. Oh, attention, là, il y a encore une chute. Et cette fois-ci, c'est Geraint Thomas. Aïe, aïe, aïe. Geraint Thomas qui est tombé dans une espèce de virage en épingle là. Le leader de l'Ineos Grenadier, malgré son âge avancé. Ah, il se tient le genou. Il se relève pas pour l'instant. Il reste assis sur le bitume. Ah, il fait un geste comme quoi il s'est tordu le genou pour sa dernière saison. Il prendra sa retraite à la fin de l'année. Alors on espère que c'est pas une chute qui va le faire abandonner et limite terminer sa carrière là. Geraint Thomas qui s'est fait mal à la jambe. Ça allait pas vite. On voit le ralenti. Alors on voit pas sa chute parce que c'est caché par les arbres, mais ça allait vraiment tout doucement parce qu'on était dans une épingle à 180 degrés là. Et malgré tout, il s'est fait mal. Là, il est manipulé. On voit si sa jambe... il s'est pas fait une entorse du genou, quelque chose comme ça. Mais finalement, il remonte sur son vélo, il va repartir. Geraint Thomas, ça y est. Mais bon, il a perdu un petit peu de temps là. On est à 60 km de l'arrivée. Et il est reparti. Geraint Thomas, le vétéran. Alors que devant les échappés, on 2 minutes tout pile d'avance sur le peloton. Dans lequel Geraint Thomas va s'efforcer de rentrer là, si son genou lui permet. Premier coureur de l'échappée à se relever, c'est Max Walker. Il a travaillé pour son équipier, pour Samuele Battistella. A priori, c'est lui qui se relève à la pied. Ça, Nance Peters aussi là. Nance Peters qui est distancé. Mais bon, l'écart qui a diminué. 1 minute 20. 1 minute 20 d'avance pour donc 4 hommes en tête désormais. Avec Quinn Simmons qui met même une petite accélération là. Mais Brent Van Moer qui suit.
avec Brent Van Moer, donc Battistella et Emile Verstringe. Ils viennent de distancer Dance Peters et Max Volker. Le peloton est à 1 minute 17 derrière donc. Et puis Geraint Thomas n'est toujours pas rentré, hein. Il a des équipiers avec lui. Il a Andrew August, Bob Jungels qui tentent de le ramener dans ce peloton. Il est plus très loin. Mais ensuite, il y aura les ascensions. On n'est toujours pas dans les ascensions répertoriées, mais ça ne saurait tarder. 24 km de l'arrivée et on est au pied de cette première difficulté répertoriée de la journée. Mais elle est très dure. Le Knolhusen, 5 km 200 à 6,2%. Et malheureusement pour les échappés, ils n'ont plus que 21 secondes d'avance sur le peloton, qui est donc vraiment sur leur talon, qui devrait probablement les rattraper dans cette ascension. C'est toujours la Tudor, la 4 coureurs de la Tudor en tête du peloton. Un peloton, on n'a toujours pas Geraint Thomas. Hein. Il n'a pas réussi à rentrer. Il est plus loin, il est en souffrance, Geraint Thomas. Il va probablement perdre du temps aujourd'hui et dire adieu à ses ambitions au classement général. Maintenant, la question, c'est est-ce que les autres coureurs du classement général, notamment est-ce que Joao Almeida va tenter d'attaquer dans cette ascension pour tenter de distancer Romain Grégoire et Kevin Vauquelin notamment, qui sont les deux coureurs les mieux classés au classement général, ou est-ce que ça va se faire au train? Et allez, Quinn Simmons qui tente d'y aller tout seul. Ils n'ont pas encore été repris finalement, à l'écart qui était de 13 secondes à un moment donné. Et finalement, ils ont repris un tout petit peu de champ. Il y a 24 secondes désormais. Et Quinn Simmons, si on a vu, c'était celui qui passait les plus gros relais, qui faisait le plus gros du travail. Et du coup, il s'est dit, plutôt que de travailler pour les autres, autant que j'y aille tout seul. Et met une attaque là, 20 km de l'arrivée. Et il a lâché Verstringe, Battistella et Brent Van Moer. Il sera le dernier résistant probablement de l'échapper aujourd'hui. Alors que dans le peloton, ça lâche là pour le vainqueur d'hier, Vincenzo Albanese, en compagnie de Rui Costa, triple vainqueur du Tour de Suisse. Voilà, deux coureurs qui ne sont pas là dans le final. Hein. Albanese, il ne pourra pas s'imposer un second jour de suite. Ça monte trop là. Ça monte trop et je pense que ce ne sera pas le seul sprinter à être distancé. C'est du bon travail pour Quinn Simmons qui passe en tête. Et il a vraiment augmenté son avance. 46 secondes désormais. Alors qu'il n'y en avait que 13 à un moment donné. Le peloton qui, en effet, n'a pas monté un rythme terrible. Il y a encore beaucoup de monde dans le peloton. Même si on a vu Albanese a été lâché. Arnaud Delis aussi distancé. Mais sinon, on a encore une centaine de coureurs. Probablement que la plupart des équipes en fait ont pas voulu aller trop rapidement pour être sûr que leur meilleur sprinter puncher soit dans le final, puisque là c'est la difficulté la plus difficile, la plus longue. Il y aura encore un dernier petit mur, 7% de moyenne, juste après la descente là, mais il sera beaucoup plus court, seulement 2 km. Il y est dans cette difficulté, Quinn Simmons, et il a 31 secondes d'avance sur un peloton. On a vu la pique-nique Postenel aussi venir travailler, là c'est pour Oscar Onley, ça aussi c'est un final, un parcours qui semble correspondre parfaitement à Oscar Onley. Mais bon, il faut peut-être accélérer un petit peu si on veut rattraper Quinn Simmons qui a l'air encore frais. Mais j'ai l'impression que les grandes manœuvres n'ont toujours pas commencé dans le peloton, qui n'est pas en file indienne, qui est toujours un petit peu compact, même s'il y a pas mal de coureurs qui lâchent à l'arrière de celui-ci. Il n'y a pas eu de véritable accélération dans ce peloton. Ah bah voilà, il suffit que je dise ça pour que quelqu'un fasse quelque chose. Et c'est Jan Christen qui refait le coup, comme hier, parce que cette fois-ci, il attaque de beaucoup plus loin, à 11 km. Ça pourrait être un mouvement qui fasse mal, qui mette en danger Quinn Simmons, là. Même s'il a été bien suivi, Jan Christen, par un coureur de la Red Bull. Finalement, j'ai l'impression qu'on se regarde un petit peu, là. Il n'a pas fait sa différence qu'il voulait, Jan Christen. On ne prend pas son relais derrière. Ça se regroupe un petit peu. Allez, c'est Juan P. Lopez qui, finalement, contre, là, met une attaque à son tour. Ouais, parce qu'on commence peut-être à s'inquiéter. 11 km de l'arrivée, 33 secondes d'avance pour Quinn Simmons. Une fois que cette difficulté sera finie, ce sera plutôt plat. Il restera plus que ensuite les 3,5 derniers kilomètres avant l'arrivée qui seront un peu pentus. Mais le peloton qui ne réagit pas là à l'attaque de Juan P. Lopez qui est bien sorti. Ça s'entend pas, hein. Le peloton qui ne travaille pas du tout, il fait que des attaques. Juan P. Lopez a été repris. Il en vient de voir Alessandro Verre attaquer. On est dans cette partie plate. L'ascension est finite. Toujours 27 secondes d'avance pour Quinn Simmons. Et il n'y a pas une équipe qui arrive à prendre les choses en main. Là, on voit Mark Hirschi pour la Tudor qui est en tête de ce groupe désormais. Mais il faudrait des équipiers là pour travailler pour Mark Hirschi. C'est étonnant ce qu'on voit là. C'est que des attaques alors qu'ils sont encore quand même nombreux dans ce peloton. Il devrait y avoir moyen qu'une équipe prenne les choses en main. Ouais, il y a encore au moins 60 coureurs dans ce peloton là. C'est pas possible qu'ils n'arrivent pas à s'entendre pour rattraper Quinn Simmons quand même. Et c'est Nelson Poles qui a réussi à sortir 6 km de l'arrivée. Encore une fois, des attaques, des initiatives individuelles. Et là, c'est Poles qui a réussi à prendre un petit écart sur le peloton, 5 secondes d'avance. Mais Quinn Simmons, qui limite augmente encore son avance, 38 secondes d'avance pour Quinn Simmons. C'est étonnant. Et là, c'est intéressant de voir que c'est un coureur de l'IF avec Nelson Poles qui est sorti, en comparaison avec hier, où justement, on avait une équipe, on avait l'IF, qui avait 6 coureurs aux 6 premières places du peloton, mais qui roulaient
Et quand Jan Christen a attaqué, ils sont revenus dessus. Et quand Quinn Simmons a attaqué sur le final, on avait encore un coureur de l'IF pour être là. Mais voilà, il y avait une équipe qui travaillait. Et là, il n'y a aucune équipe qui vraiment prend les choses aux mains. C'est étonnant. C'est très étonnant ce manque de cohésion là. Alors qu'il y a encore beaucoup de coureurs dans le peloton. Bien sûr, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Alaphilippe, Bart Lehman, tous les coureurs du classement général sont là. Mais de manière étonnante, aucune équipe ne travaille ou ne collabore pour vraiment tenter de revenir sur l'homme de tête. Et ça commence à sentir, s'il a encore suffisamment de force dans les jambes, ça commence. Oh, d'ailleurs, on le voit là, sur une passage en descente, il s'étire un petit peu les jambes, il secoue les jambes. Ça doit commencer à piquer pour Quinn Simmons. 2 km de l'arrivée, 46 secondes d'avance pour Quinn Simmons. C'est waouh. C'est complètement improbable ce qui est en train de se passer. Il y avait plus que 13 secondes à 25 km de l'arrivée pour les 4 hommes de tête. On pensait que c'était fini, là, qu'ils allaient se faire avaler. Et le peloton était vraiment juste derrière, 200 mètres derrière. Et finalement, Quinn Simmons a décidé de partir, pensait-on, pour un barreau d'honneur. Mais derrière, il y a une absence totale de cohésion dans le peloton. Et il a repris du temps. Et là, c'est trop tard, ça réagit un petit peu. Là, on voit l'Israël Première Tech qui roule. Ils ont des bons coureurs pour cette étape. Ils ont Michael Woods, par exemple. Mais c'est trop tard. Ça semble trop tard, là dans le peloton. Alors que Nelson Poles a été repris finalement. Il avait pris un bel écart, mais là, il n'en pouvait plus. Nelson Poles repris par le groupe du peloton. Et du coup, on va se battre probablement pour les secondes bonus. 6 et 4 secondes. Mais la victoire, ça va être pour Quinn Simmons. C'est quasi sûr maintenant. Alors, on se relève encore. On se relève encore dans le peloton. Et du coup, il y a des coureurs qui profitent pour attaquer. Là, c'est un coureur de la Movistar. Est-ce que c'est Javier Romo qui attaque avec encore Juan P. Lopez dans sa roue? Non, c'était Will Barta. Et on a même Félix Gall là qui tente d'y aller. Là, probablement que ça va suivre pour tout le monde. Là, Félix Gall, c'est un coureur dangereux au classement général. Il essaye de voler des petites secondes, Félix Gall, de faire une cassure, prendre les bonifs de la deuxième place, mais ça ne reviendra pas sur Quinn Simmons, ça c'est sûr. Et la flamme rouge pour Quinn Simmons. Ça va être une incroyable victoire partie quasiment dès le début, dès le kilomètre 0. Et après 197 km d'effort, il va s'imposer avec son maillot de champion des États-Unis sur les épaules, qui ne porte que depuis un mois en plus. Ça va vraiment être une belle victoire pour lui. Et là, on a un gros effort de Joao Almeida pour revenir sur Félix Gall. Parce que c'est Oscar Only qui est aussi là, ouais. Mais ça va, le peloton encore bien groupé. Et là, voilà l'arrivée pour Quinn Simmons. Ce qui remporte, ouais, ça on y aime, hein, les échappées qui vont au bout quand elles partent dès le début, quand on les pensait complètement condamnées. Ça, c'est incroyable. Sur une course World Tour, ça n'arrive pas souvent. Donc, c'est un véritable exploit qu'a fait Quinn Simmons, qui va s'imposer et qui aura profité d'un peloton qui n'a jamais pu s'entendre de manière assez improbable. Et Quinn Simmons qui fait l'oiseau, qui fait l'aigle, qui pointe un doigt au ciel et qui passe la ligne. La victoire pour Quinn Simmons. Magnifique. Et derrière le sprint pour la deuxième place avec Romain Grégoire, là, qui est bien placé, qui va peut-être pouvoir passer. Mais il y a Oscar Only et Joao Almeida qui sont aussi dans le coup, qui vont le dépasser. Ça va se jouer entre Only et Almeida finalement. Et c'est Almeida. Almeida qui fait deuxième devant Oscar Only, devant Romain Grégoire et Kevin Vauquelin, qui doit être juste derrière avec son maillot de meilleur jeune. On les reconnaît bien, les deux Français. Ils étaient là dans l'effort, mais ils ne prendront pas les secondes bonifs. Mais au moins, ils ne perdront pas de temps non plus sur Joao Almeida. Romain Grégoire va tranquillement garder son maillot jaune. Alors que Quinn Simmons, qui est affalé sur le sol, là, il se relève. Félicité par ses équipiers de la Lidl Trek, qui ne doivent pas en revenir eux-mêmes de ce qu'a fait l'Américain, qui a résisté à lui tout seul au peloton, qui était juste derrière à un moment donné. Et il a réussi à reprendre du champ dans le final et ensuite à résister à un groupe de favoris qui ne s'est jamais uni. Il n'y a eu que des attaques individuelles. Puis ensuite, quand on reprenait l'attaque, on se regardait un petit peu. Et ça a profité à Quinn Simmons, qui s'impose aujourd'hui de très très belle manière. Magnifique là, l'interview de Quinn Simmons, qui explique que son doigt pointé vers le ciel, c'était évidemment pour Gino Meder, décédé il y a 2 ans et un jour. Et il dit j'aurais préféré gagner hier pour vraiment commémorer la mort de ce coureur qui, a priori, était quelqu'un dont il était proche. Il avait les larmes dans la voix, Quinn Simmons, en parlant de ça. Ça rend sa victoire, évidemment, encore plus belle pour l'Américain. La 7e donc de sa carrière et la 2e au World Tour. Mais voilà, elle sera un petit peu plus claire et nette que celle qu'il avait remportée donc, sur le Tour de Catalogne, qui avait été très bizarre, qui n'était que d'une 25 km. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus long, 197. Et il s'impose de très belle manière et dédie donc cette victoire à Gino Meder. Formidable Quinn Simmons, qui termine au final avec 18 secondes sur le peloton, qui est revenu fort dans le final, mais c'était trop tard. Et c'est Joao Almeida qui prend la 2e place, donc devant Oscar Only, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Jan Christen qui fait 6e devant
son frère Fabio Christen, qui est tombé tout à l'heure, mais finalement tout va bien. Pello Bilbao, 8e, Félix Gall, 9e, et puis Clément Champoussin, qui complète le top 10 de cette étape. Au final, un peloton de 28 coureurs qui est arrivé ensemble. Il y a quelques coureurs qui ont lâché dans le final. Coureurs comme Marc Hirschi, par exemple, qui n'était plus là. Et puis Geraint Thomas, qui finit loin. Lui, par contre, suite à sa chute, il s'est fait mal. Il termine à plus de 15 minutes. C'est la sale journée pour lui. On a eu aussi quelques abandons, avec Menno Huizing pour la Visma Lease Bike, James Knox pour la Soudal Quick-Step et Laurent Suisse pour l'Arkea BNB Hotel. 3 abandons aujourd'hui. Et puis un dernier du jour pour Pelayo Sanchez, le coureur de la Movistar qui est en difficulté sur ce Tour de Suisse pour le moment. Dernier à 16 minutes et 56 secondes. Pas de changement au classement général. Romain Grégoire toujours leader devant Kevin Vauquelin et Bart Lehmann. Romain Grégoire aussi leader du classement par points, juste devant Quinn Simmons et Vincenzo Albanese. Au classement de la montagne, c'est Félix Engelhardt qui garde son maillot devant Maro Schmidt et Quinn Simmons qui est désormais 3e. Et puis le meilleur jeune, Romain Grégoire devant Kevin Vauquelin et Pablo Castrillo. Pas de souci aujourd'hui pour Romain Grégoire, mais ça sera plus compliqué demain, parce que demain c'est la première vraie étape de montagne, même si l'arrivée est sur du plat. Il y a une grosse ascension aux 2 tiers de la course, après un début encore une fois complètement plat. Ensuite ça va monter jusqu'au Splugenpass, 8 km 800 à 7,3%. Donc là, ça sera le moment de s'accrocher pour Romain Grégoire. Et puis ensuite, il y aura une longue descente, au moins 35 km de descente, puis 10 derniers kilomètres de plat, ce qui peut laisser du temps pour rentrer si jamais il a été lâché. Mais ça sera le premier vrai test de cette course pour Romain Grégoire, qui devra défendre son maillot, notamment face à Joao Almeida. Encore une fois frustré aujourd'hui avec cette 2e place et qui sera certainement encore revanchard de tout ce temps perdu lors de la première étape, plus cette 2e place aujourd'hui. Ça promet pour la 4e étape du Tour de Suisse. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.